Bonjour. Aujourd'hui, mon invité est Carlos Lopez, qui est un homme que l'Afrique connaît, d'abord par son implication dans divers processus en concernant ce continent. Et d'abord, il est l'universitaire qu'il continue à être depuis l'Afrique du Sud. Bonjour Carlos. Bonjour Hichem. Vous avez un parcours étincelant et vous êtes un des meilleurs connaisseurs des économies africaines. Je voudrais m'attarder, vu l'expertise que vous avez sur le continent, d'abord sur trois dimensions. D'abord autour de votre vision, vous étiez haut représentant de l'Union africaine auprès de l'Union européenne. Cette expérience n'a pas été suffisamment expliquée, racontée de l'intérieur, parce que, en fait, on voit que le modèle de partenariat il n'est pas satisfaisant du tout. Il n'est pas à la hauteur des enjeux. Disons, on était un peu prisonnier d'une mentalité coloniale, et je dis ça sans nécessairement plonger sur une lecture idéologique, parce que c'était des deux côtés. Donc, du coup, on avait de la part des Européens cette illusion qu'on pouvait aider les pays sans les transformer structurellement. C'est-à-dire qu'on faisait de la compensation, mais on ne touchait pas à une interprétation particulière de l'économie qui est la théorie des avantages comparatifs. Et donc, on attribuait à l'Afrique l'avantage comparatif d'être exportateur de matières premières. Donc ça n'a pas changé depuis l'époque coloniale, c'est toujours le cas. Donc c'était un peu cet état d'esprit et cette compréhension du rôle de l'Afrique qui a fait défaut pour que des vraies réformes puissent avoir lieu. Du côté des Africains, c'était un peu accepté que l'aide au développement, c'était un substitut pour les efforts qu'ils devaient faire eux-mêmes en termes de créer l'épargne, en termes de créer les conditions pour qu'on fasse l'industrialisation, qui ne peut pas se faire vraiment avec l'argent qui vient de l'extérieur, mais plutôt par des transformations et des réformes radicales que très peu de pays ont envisagées depuis le début et très peu de pays continuent à le faire. Qu'est-ce qui explique cette paresse intellectuelle? Parce qu'en réalité, on peut comprendre l'Europe est en difficulté avec elle-même, d'ailleurs à l'intérieur, avec ce problème de cohésion et des tiraillements très forts. Mais quand on est dans cette dimension-là, est-ce qu'on a le temps de penser à sa politique de voisinage et cette stratégie en direction de l'Afrique? La paresse vient du fait que pendant la période de la guerre froide, toutes les définitions étaient faites en fonction de quel côté du mur chaque pays se trouve. Donc on ne faisait pas vraiment d'efforts pour juger la qualité soit des programmes économiques, soit des trajectoires de développement. Et cela s'appliquait aussi au sein de l'Afrique parce que les pays se coutoyaient en fonction de leur appartenance en champ ou un autre idéologiquement parlant. Après la fin de la guerre froide, on a eu la période de l'ajustement structurel, qui était vraiment une imposition d'une doctrine qui avait très peu de marge de manœuvre. Cette doctrine s'est prouvée complètement inappropriée, donc elle n'a pas produit les résultats escomptés. Donc elle était venue en partie pour régler le problème de la dette souveraine. Et l'en est sortie à la fin des années 90 avec, disons, un palmarès qui était très peu inviable parce qu'il y avait plus de dettes. Et finalement, récemment, après la fin de l'ajustement structurel, c'est-à-dire ce siècle, depuis l'année 2000, on est en train de tourner en rond parce qu'on n'admet pas que les problèmes principaux structurels de l'Afrique, ce sont des problèmes qui n'ont pas de solution seulement africaine. Et que les problèmes de l'Afrique peuvent être transformés dans des possibilités et des opportunités de croissance pour l'ensemble de la planète, soit au niveau démographique, disons des caractéristiques très spécifiques, soit au niveau climatique, soit au niveau technologique. Donc les problèmes vont être explosifs pour l'avenir. Ils seront si on n'y s'attarde pas en termes de, disons, transformer l'approche. Nous devons nous rendre compte qu'avec l'impératif climatique, nous avons vraiment besoin de régler le problème de l'inégalité. Et je m'explique. Le seul continent qui
qui a atteint les objectifs net zéro, c'est l'Afrique. Parce que ses émissions sont moins importantes que sa capacité de séquestration de carbone. Donc, elle est net zéro. C'est ce que tout le monde ambitionne. L'Afrique l'est déjà. Si on ne règle pas les problèmes qui sont liés à l'inégalité en Afrique, cette performance, elle va changer avec des coûts pour la planète qui sont gigantesques. Oui. Mais non seulement il y a cette difficulté, mais il y a aussi une opportunité qui jusqu'à maintenant a été négligée. Le fait que l'Afrique a plus de ressources pour la transition énergétique que n'importe quel autre continent, qu'elle a plus de terres arables non utilisées que n'importe quelle autre région du continent, du monde. Donc nous avons des atouts qui ne sont pas mis à profit pour la solution planétaire. Et donc la raison, c'est que nous avons un système qui ne donne pas suffisamment d'espace pour que l'Afrique puisse faire les choix qui lui conviennent, mais aussi parce que c'est retour en investissement en termes de, disons, la façon dont le système financier fonctionne, ne favorise pas des pays africains. On va explorer les thématiques en profondeur, mais d'abord, vous avez ce projet de livre qui va sortir au mois de mai, où vous vous déployez sur un terrain inédit, vous apportez une réflexion sur d'abord cette géoéconomie. Aujourd'hui, vous la définissez, vous semblez la définir, et on va le lire dans le livre, autour de 3 points essentiels. C'est-à-dire que vous accordez une place pour ce qu'on appelle les puissances moyennes, la technologie et la démographie. Alors concrètement, comment ça va réagir ? Alors, moi, ce que je constate, c'est que cette relation particulière et spéciale qui existe entre l'Europe et l'Afrique a un peu marqué jusqu'à maintenant la relation du continent avec le reste du monde. Et cela va changer parce qu'il y a des difficultés de plus en plus croissantes de la part des pays européens, mais aussi des pays occidentaux si on veut étendre, disons, l'analyse à l'ensemble du monde occidental pour continuer à faire ce qu'ils faisaient jusqu'à maintenant. Sans entrer dans le détail, il y a aussi des problèmes avec la Chine. Et le modèle qu'elle avait conçu pour l'Afrique est en train d'être mis en question par des difficultés internes de transition. Donc, mais la Chine nous a montré sa capacité à se réadapter. Tout à fait. Mais je pense que cette fois-ci, elle va se concentrer beaucoup plus sur ces difficultés domestiques. Donc, on est dans une période où il y a une espèce de vide. Et ce vide géopolitique est en train d'être occupé par des puissances moyennes. Surtout des puissances qui sont intéressées à jouer un rôle beaucoup plus important dans les différentes transitions parce qu'elles voient qu'on est vraiment en train d'entrer dans un monde multipolaire. Alors, où ces les gens ont des puissances choix. moyennes, on veut les connaître. Oui, bon, c'est des pays comme l'Arabie saoudite, comme les Émirats arabes unis, comme la Turquie, comme l'Inde, qui sont, disons, ces 4 les principaux intervenants dans le continent. Il y a un autre groupe plus large qui peut inclure des pays comme le Qatar, qui peut inclure des pays comme l'Indonésie, comme la Malaisie, comme le Brésil, qui sont aussi en train de regarder et de repositionner leurs relations avec l'Afrique. Mais je pense que ce groupe de 4 va jouer un rôle fondamental. Oui, mais c'est-à-dire que par quels moyens ? C'est-à-dire que grâce à leurs moyens financiers ou à quoi exactement ? Pas seulement. Disons, l'aspect financier est bien sûr important, mais ce qui est la motivation de ces différents pays, c'est un besoin de pouvoir contrôler un peu certains types de transitions. Dans le cas de l'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis, c'est de pouvoir contrôler la transition énergétique. Donc, ils veulent vraiment être des champions des énergies renouvelables dans l'avenir, mais pas tout de suite. Et donc, ils veulent que la cadence soit un peu en fonction de leurs interventions. Et leur terrain premier d'intervention sera l'Afrique. Pour ce qui est de l'Inde, c'est plutôt pour pouvoir se positionner au niveau des expansions de son modèle industriel, qui est en train de prouver être un peu différent de celui des pays occidentaux et de la Chine, donc avec beaucoup plus d'innovation qu'on appelle, disons, simple, et qui est très porteuse pour, disons, une échelle démographique telle que l'Inde,
qui est très proche de celle de l'Afrique. Et finalement, la Turquie, c'est plutôt pour des raisons sécuritaires. Donc elle veut se positionner comme une puissance militaire importante. Et pour cela, elle semble prête, disons, à mettre ce qu'il faut pour que, du point de vue logistique, du point de vue de sa présence dans les différents marchés africains, elle puisse être reconnue comme un partenaire de choix. Je voudrais qu'on garde en filigrane toutes ces problématiques, mais revenir sur une question, c'est-à-dire qu'on n'a pas tout dit sur l'Europe-Afrique. C'est-à-dire que, d'ailleurs vous le dites dans le livre, il y a des désillusions énormissimes, mais comment nommer le mal et pour aller au-delà ? Oui, en effet, le titre du livre en anglais, c'est Self-Deception Trap, c'est-à-dire l'auto-illusion qui nous a créé tellement de problèmes. Je pense que cette relation Europe-Afrique, elle a de l'avenir quand on sera capable de se rendre compte que du point de vue climatique, le choix d'une relation plus étroite entre les deux continents est absolument fondamental. Et il y a déjà des signes de certains acteurs européens qui reconnaissent ce rôle, y inclut, disons, des gouvernements comme celui de l'Allemagne et de l'Italie. Donc ils se rendent compte que ce passage à un autre niveau de relation est nécessairement lié à comment on va créer des possibilités d'interaction dans la transition énergétique. Mais on ne fait pas suffisamment, par exemple, dans les minerais stratégiques, qui sont aussi une énorme source de possibilités pour transformation des économies africaines et qui sont nécessaires pour remplacer, disons, le monopole chinois dans la transformation de ces minerais stratégiques actuellement. Mais en attendant, on ne va pas manger les minerais stratégiques. Il y a des urgences, et l'Afrique a des urgences vraiment extrêmes. Tout à fait. Et là, ça passe par exemple par créer des possibilités d'accès à des liquidités. Il n'y a pas d'économie qui puisse avoir historiquement un record de performance acceptable sans être financé. Et le financement pour les économies africaines est le plus bas historiquement et continue à être le plus bas actuellement. Et donc cette situation ne fait pas de sens. Donc on ne peut pas justifier qu'une économie qui a une croissance de 0 à 0,2% comme l'économie allemande, qui a des taux d'intérêt négatifs, puisse attraire plus de financement qu'une économie qui a des croissances presque à double chiffre. Et c'est ça, la réalité. Et donc, je pense que, d'une certaine façon, les pays africains sont en train de faire un peu de bruit parce que les agences de notation, les décisions de régulation, par exemple la Banque internationale de prélèvement de Bâle, etc. Donc, toute cette architecture doit être changée. Et heureusement, on est dans une période où les changements sont possibles. Donc l'orthodoxie n'est plus vraiment de mise. Oui. Vous avez longtemps parlé d'industrialisation de l'Afrique et vous avez évolué dans votre pensée. Aujourd'hui, on ne peut plus aborder l'industrialisation de la même manière. Le monde est bouleversé, et vous le dites dans le livre, par la technologie et par d'autres innovations. C'est-à-dire que comment aborder cette industrialisation de l'Afrique à l'heure de la ZLECAf? Alors, depuis le début, quand je faisais la propagande du besoin d'imiter un peu le succès des pays asiatiques qui avaient eu une industrialisation rapide, je prenais en considération déjà le fait que l'Afrique, en tant que retardataire, n'avait pas les mêmes conditions. Donc on avait des difficultés de logistique, d'infrastructure, d'accès à l'énergie, coût d'énergie, on avait des problèmes de main-d'œuvre qui n'étaient pas nécessairement la plus qualifiée, etc. Donc tous les détails qui sont liés, disons, à une bonne politique industrielle étaient passés en revue, et donc on était conscients, moi et mes collègues à la Commission économique pour l'Afrique, que ce n'était pas une tâche facile. Mais on voyait aussi des opportunités qui étaient liées au fait que la démographie africaine offrait des possibilités de tirer avantage du coût des main-d'œuvre parce qu'elle allait augmenter considérablement dans les pays asiatiques, que le climat nous permettait, en tant que retardataires, de faire de l'industrialisation verte, et ainsi de suite.
Ce qui a changé depuis, c'est qu'effectivement, la prolifération de l'intelligence artificielle est beaucoup plus rapide qu'on avait imaginé. Et avec cette prolifération, on est en train d'entrer dans une autre catégorisation de concepts qu'on était très familiers et qu'on avait vraiment associés complètement à la fabrication de tous les différents, toutes les différentes politiques de création de stimulus pour l'industrialisation. Et ça, c'est par exemple le fait que, surtout, la façon dont on mesure productivité et dont on mesure le rôle de la propriété intellectuelle va complètement changer avec l'intelligence artificielle. C'est que l'Afrique, atelier du monde, on en est très très loin, surtout quand on regarde l'électrification de l'Afrique. C'est un continent sous-exploité, et surtout mal éclairé. Comment aujourd'hui résoudre ce dilemme majeur, même si aujourd'hui, par la miniaturisation, on a gagné pas mal de choses, mais en termes de masse critique, on en est très très loin. La technologie va nous aider de ce côté-là, parce qu'effectivement, avoir une plaque solaire va coûter rien du tout. Donc ça sera presque moins cher que disons, de changer son téléphone. Et nous savons que la prolifération de téléphonie cellulaire en Afrique, elle est en retard par rapport au reste du monde, mais elle a une croissance de plus de 100% par an. Donc c'est une question de peut-être 5 à 6 ans de plus pour que tout le monde ait un téléphone. Donc le téléphone est arrivé plus vite que l'assainissement. Et l'électricité va suivre un peu la même courbe, l'électricité renouvelable, un peu la même courbe. Elle ne sert pas, cette électricité générée par des plaques solaires et par des moyens miniaturisés, comme vous dites, elle ne sert pas vraiment pour l'industrialisation, parce que nous avons besoin d'un autre type de génération d'électricité. Et celle-là, elle est aussi possible parce que l'hydrogène vert sera vraiment la grande révolution en termes de fournissement d'énergie. Et l'Afrique regorge de possibilités dans ce domaine. D'après l'Agence internationale d'énergie, 60% du potentiel de l'hydrogène vert dans le monde se trouve en Afrique. Donc c'est un problème réglable. Je ne dis pas que ça va se régler dans 2 ans, 3 ans, mais c'est tout à fait réglable. Et du point de vue du financement, ce n'est pas vraiment énorme pour les nouveaux venus, c'est-à-dire les puissances moyennes. Là, on relie les deux choses. Donc, ce sont les pays comme l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et autres qui seront intéressés à investir énormément dans ces domaines en Afrique. C'est là que vous sillonnez l'Afrique et j'attire particulièrement l'attention parce que on a oublié même vos origines à force de sillonner l'Afrique et de parler plusieurs langues de ce continent. Donc cet apport est important dans ce regard que vous portez. Mais pourquoi aujourd'hui on n'évoque pas suffisamment une question essentielle pour l'Afrique qui est comment se nourrir? Aujourd'hui, on le voit avec 200 millions d'habitants, et on voit avec le changement climatique que l'Afrique va être sérieusement et gravement impactée. Comment aujourd'hui accélérer le processus ou entrer dans une réelle vision de cette question? Une grande partie des problèmes agricoles africains sont liés au rendement. C'est-à-dire que nous avons une agriculture qui est complètement dépendante, disons, de méthodes de production qui sont très anciennes, mais qui ne sont pas très modernes et qui ne permettent pas vraiment des rendements très efficaces. Un pays comme le Nigeria, qui consomme beaucoup de tomates, parce que leur plat, leur cuisine est très dépendante de la pâte de tomate, elle perd à peu près la moitié de sa production de tomates. Et donc elle doit importer des tomates parce qu'elle perd manque de transport, manque de réfrigération, la façon dont les paquets sont organisés, etc. Donc nous avons des possibilités de régler ce type de difficultés à partir du moment où il y a plus d'électricité et plus de routes,
plus d'infrastructures. Et ça, c'est en train de se faire. Dans les 15 dernières années, on a plus d'infrastructures en construction en Afrique que dans les 30 années qui précèdent. Donc il y a une accélération dans la construction d'infrastructures. Et même des pays qui sont en crise, et et là je parle plutôt de crise politique, un pays comme le Niger, un pays comme le Burkina Faso, qui a du terrorisme. Justement, c'est une question essentielle. Ouais. C'est-à-dire que comment l'Afrique va se développer à travers des crises. C'est-à-dire qu'on le voit, le Sahel, il y a aussi l'Afrique centrale, il y a la région des Grands Lacs. J'y arrive, Hichem, mais disons, même ces pays, ils sont en train de faire de l'infrastructure à grande échelle. Donc, c'est imparable parce que c'est la partie la plus compliquée à trouver des financements, mais c'est celle qui a le plus de garanties d'avenir parce que les principaux nouveaux acteurs africains se concentrent plutôt dans l'infrastructure. Et pour cause, parce qu'ils savent que si effectivement ils veulent vraiment étendre en échelle le marché africain, ça passe d'abord par plus de ports, plus d'aéroports, plus de routes, plus de piliers de transmission de données, etc. Donc nous avons vraiment un énorme progrès dans ce domaine. Et indirectement, ça va contribuer à une augmentation de la productivité agricole. Mais il n'y a pas de secret. Nous ne connaissons pas historiquement aucun pays qui a fait sa révolution verte sans avoir un lien avec l'industrialisation. C'est l'industrialisation qui tire la productivité du secteur agricole. Et donc, à partir du moment où nous avons la ZLECAf, nous allons avoir un marché intégré qui sera compliqué pour un certain type de produits, mais qui sera relativement facile pour les échanges de produits de consommation qui viennent du secteur primaire. Et c'est là la grande possibilité d'étendre l'idée du marché commun disons, à quelque chose qui est tangible pour la population. C'est le siècle de l'Afrique, vous y croyez, vous ? C'est le siècle de l'Afrique démographiquement, parce que nous serons 40 et quelques % du monde. Donc, qu'on le veuille ou pas, dans un siècle passé d'une situation en 2000, où on était, disons, en train d'enregistrer une croissance d'à peu près 10%, vers, disons, une situation où nous dominons un peu la jeunesse du monde, il n'y a aucun doute que c'est le siècle de l'Afrique. Oui. Mais dire que c'est le siècle de l'Afrique ne veut pas dire nécessairement que c'est un siècle avec optimisme et avec des choses qui sont nécessairement celles que nous avons en termes d'ambition. On a envie d'avoir une certaine subjectivité de votre part, de vous lâcher, de nous dire le vrai Carlos Lopez. Pour aujourd'hui, vous êtes, vu l'expérience que vous avez sur l'Afrique, quels sont ce qu'on appelle un abrégé de cette expérience longue sur le continent. Comment résumer en quelques mots pour terminer cette rencontre et Dieu sait qu'il y a des choses à dire avec vous. Moi, je dirais que je suis un optimiste mesuré, dans le sens que je vois toujours les possibilités pour le continent. C'est un peu mon rôle d'essayer de mobiliser les esprits pour que les gens puissent vraiment faire de la transformation. Et c'est une passion aussi. Mais je suis conscient chaque fois que ce n'est pas une route facile et que ce n'est pas une route promise. Donc elle peut ou ne pas arriver. Donc c'est ça la partie mesurée. Donc je rappelle bien que vous avez un livre qui sort au mois de mai en anglais. Je donne le titre en français, Les pièges de l'auto-illusion. Je pense qu'il va permettre de relancer le débat et d'entrer sur ces dimensions que vous évoquez pour la première fois, notamment ces 3 points qui vont structurer l'évolution de l'Afrique, c'est la démographie, la technologie et sur... la nouvelle géopolitique. Voilà. Et alors, voilà. Donc on attend impatiemment d'accéder à cette nouvelle approche. Et je vous remercie en tout cas d'avoir été avec nous, d'avoir permis d'aller sur cette Afrique qu'on a envie de regarder et de voir. Merci, Hichem. À très bientôt. Merci. Au revoir.